Alors, bah, écoutez, si on passe à la la diapo suivante, hem, ou celle d'après même. Hem, donc nous, on voit l'approche en 3, en 3 grands, 3 grandes étapes, on va dire. Même si on peut, il y a des éléments qu'on peut anticiper, enfin, on va le voir juste après, mais il y a la principale, la première, je pense, c'est vraiment une étape de sensibilisation, et d'analyse des écarts, de voir d'où on part. Dans un second temps, c'est de passer à, l'analyse de matérialité, de double matérialité, dont je parlais, juste avant d'aller vraiment en mode courant, sur l'exercice de collecte des données, puis de publication. Heu, Si on passe à la diapo d'après, alors ça c'est des choses que nous avait, recommandé, donc notre OTI, qui se trouve être Mazars, l'année dernière. Hem qui est cette phase un petit peu de sensibilisation, qui est vraiment à commencer, je veux dire dès aujourd'hui, mais en fait, dès hier. Je pense que c'est, en tout cas pour les entreprises qui sont soumises dès l'exercice, 2024, donc qui auront à répondre en 2025. Je pense que, typiquement ce genre de webinaire, commencer à regarder un petit peu les normes et cetera, c'est vraiment primordial. Et puis de commencer, à culturer un petit peu, ces équipes. À la fois, haute direction, aussi les équipes, qui sont déjà impliquées dans des reporting, des PEF, si vous êtes vous, déjà soumis. Parce que, ce seront vraisemblablement au moins les mêmes qu'on retrouvera, sur CSRD. Alors il y en aura peut-être d'autres, mais ces personnes-là, en entendent, sans doute peut-être déjà parler. Ça génère beaucoup des fois d'inquiétude ou d'appréhension. Donc, je pense que les embarquer assez tôt, dans ce suivi-là, je pense c'est assez important. Nous, ça fait à peu près 6 mois, 6-7 mois qu'on a commencé à faire ce travail de familiarisation. Alors prendre les connaissances aussi des normes, ESRS, donc il y en a beaucoup. Il y a 800 pages, je crois, de 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 normes à l'heure actuelle, donc heu, je pense que ceux qui ont lu les 800 pages doivent pas être nombreux. Je je plaide coupable moi aussi. Mais au moins de commencer à regarder la structure, les plus importantes aussi, hein. C'est sûr que les 2 transsectorielles, celle sur le climat, celle sur les employés, la gouvernance seront, inévitablement à reporter. Donc, très, très important, et puis de commencer à regarder alors, analyse des écarts. Nous, on peut aussi faire le choix de commencer par l'analyse de matérialité, qui pourrait donc être dans le 2e la deuxième colonne. Disons que la première analyse d'écart pourrait être, vraiment à grosse maille sur la base de nous, ce qu'on fait déjà, de ce qu'on identifie déjà comme ça au doigt mouillé un petit peu, comme sujet matériel, de commencer à regarder, OK, qu'est-ce que, si je devais répondre à, climat, qu'est-ce que je pourrais commencer à dire? Est-ce que j'ai déjà des choses et cetera, qui permettraient déjà d'identifier ça. L'analyse de matérialité pourrait être aussi, faite, à cette étape-ci, bien que des fois on la mette, dans le deuxième, puisque l'analyse de matérialité, elle va permettre, d'éteindre certaines normes, en tout cas certains sujets, donc faire un gap analysis sur un sujet qui nous concerne pas serait un petit peu, une perte de temps. Donc l'un ou l'autre peuvent se faire, plus ou moins, enfin l'un avant l'autre, quoi. Après 18 mois avant le premier reporting, quelles sont les normes obligatoires? Alors ça aussi, c'est en train de bouger. Il y a un mois, je vous aurais dit, bah, le climat, c'est sûr, S1, sauf chez les employés, c'est sûr. Là, il y a eu beaucoup heu, de jeux politiques, de jeux politiques qui ont été faits, et on s'orienterait vers,
plus de secteurs, enfin plus de normes obligatoires et plus d'indicateurs obligatoires, mais uniquement ceux qui découlent de l'analyse de matérialité, enfin de double matérialité. Donc ça, on va le savoir au cours des prochaines semaines, peut-être la semaine prochaine. Donc c'est ça, au niveau européen, ils ont un peu soufflé le chaud et le froid. Donc pour l'instant, c'est sûr qu'il y a certaines normes qui sont obligatoires. Celle sur le climat est obligatoire, celles sur les employés sont obligatoires, la gouvernance aussi, je crois, et puis certains indicateurs qui sont, un petit peu enfin dans certaines autres normes. Mais là, on est un petit peu en flou, alors je serais bien en peine de vous enfin, d'affirmer, que telles ou telles sont obligatoires. Bien que même avec une analyse de double matérialité, je vois pas comment on évitera, les employés et le climat, très sincèrement. Donc après, c'est plus les autres qui seront à voir si c'est matériel, mais heu, le climat, la biodiversité aussi, je pense qu'aujourd'hui, je vois pas comment, hormis vraiment certains secteurs, très distant, enfin, très loin de ces sujets-là, mais la biodiversité s'invite absolument partout. Donc, je pense que biodiversité, climat et employés, voire, employés de la chaîne de valeur, ça va être, des incontournables, je pense. Voilà, après, 18 mois avant le premier reporting, après la date, peut être plus ou moins fluctuante, mais, heu on attend les normes définitives, donc c'est elles qui vont nous permettre de concrètement savoir à quelle sauce on devra, reporter, pour ensuite commencer à mettre en place, toute la collecte d'informations, commencer à collecter l'information, avant puisque dans certains cas, on on a des choses qui prennent du temps à être mis en place, si c'est des nouveaux indicateurs ou des nouvelles manières de faire. La ces normes-là, l'approche, de CSRD implique beaucoup plus de dialogue, avec ces parties prenantes, de prise en compte justement, que ce soit de nos impacts, positifs comme négatifs. Donc, c'est des choses qui prennent du temps. Donc, clairement 18 mois, c'est pas de trop pour commencer à mettre en place ça. Puis après, l'année du premier reporting, ça va être bien sûr de se caler sur ces normes transsectorielles qu'on aura évaluées comme étant matérielles, et puis la collecte. Voilà. Si on passe à la diapo d'après, qui reprend un petit peu ça, et qui est toujours là, on est vraiment dans la première case. Qu'est-ce qu'il faut faire, dès à présent? Ce que je disais un petit peu en préambule, se former le top management. Ça c'est clair puisque, si on n'a pas la, l'impulsion ou le concours, de la haute direction, ça va être, très difficile de mettre en place les choses qui vont suivre. Donc bien faire comprendre, l'importance, de ce reporting qui est là, dans la durée, qui va intéresser beaucoup, heu, un petit peu tout le monde. On verra aussi un petit peu comment le secteur financier, en tout cas, comment on entrevoit la manière dont le secteur financier ou le secteur assurantiel va prendre en compte, ces reportings-là. De commencer à voir si, de former l'équipe projet, de déployer aussi, au niveau des SI. Ça, c'est des gros travaux, nous, par exemple, qu'on a initiés déjà depuis quelques mois, pour bien restructurer un petit peu toutes nos données, RSE. Il y a toujours moyen de s'améliorer et voilà donc comme la piste d'audit va être particulièrement importante, dans CSRD et qu'il y aura beaucoup d'indicateurs, hein. Alors les indicateurs quanti, je crois qu'ils ont dénombré à peu près 80, indicateurs qui seraient obligatoires, je crois, mais des indicateurs au sens large, c'est-à-dire quantitatifs et qualitatifs, on parle de minimum 450, je pense, obligatoires. Donc, tout ça, va falloir une piste d'audit, et sur le qualitatif, c'est un petit peu plus,
Voilà, enfin, faut commencer à se préparer là-dessus. Et puis voilà, veille sur les indicateurs pour regarder un petit peu les définitions, les référentiels. Encore une fois, si vous êtes déjà soumis à certains exigences sur des normes de produits, de pollution, d'impact, de rejet, etc., ça va être, ça devrait être bien aligné, mais important de bien s'en assurer. Voilà. Alors après, un petit passage sur. Alors je ne fais pas de pub, hein, je ne vends rien personnellement, mais sur au moins les deux premières cases, sachez qu'il y a pas mal de ressources qui sont disponibles. Beaucoup sont gratuites en plus, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. La première, c'est BPI France Université, qui liste en fait des centaines de contenus de formation incluant sur le développement durable et qui sont 100% gratuits. J'ai mis le lien. Donc, ça peut être des ressources intéressantes pour former, acculturer ces équipes sur ces sujets-là. Et ça touche vraiment tous les aspects du développement durable. On a aussi le Lab, qui est un gros producteur d'études à destination des PME et des ETI. Donc là aussi, ça permet de sensibiliser et de comprendre un petit peu les sujets. Après, quand on passe plus dans la phase préparation du rapport, analyse de matérialité, il y a deux choses. Il y a les indices de matérialité climatique. Alors ça, c'est vraiment des dialogues qu'on peut avoir avec les équipes BPI France. Encore, il n'y a pas d'engagement, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, sur le sujet, alors plus du climat, mais qui permettent de s'évaluer en fait tout simplement. Donc, quand on est une plus grosse entité, peut-être qu'on a déjà pris en place, on a pris en main ces sujets-là. Quand on est un peu plus petit ou encore moins, enfin peut-être pas encore eu le temps de s'y pencher, ça permet un petit peu de se situer au sein de son secteur et de commencer à voir un petit peu les opportunités qu'on pourrait avoir dans ce secteur-là, vraiment centré sur le climat. Et puis après, on a des diagnostics. Là aussi, je me permets d'en parler parce qu'ils sont fortement subventionnés. Ils sont en collaboration avec l'ADEME. Donc, si vous passiez par une entreprise, enfin un consultant, ça vous coûterait 5-6 fois plus cher. Mais ils permettent, en gros, certains peuvent permettre de répondre déjà, enfin répondre, de contribuer à la réponse qu'on pourrait avoir à. Alors, E1, c'est sur le climat. On a un diagnostic de décarbonation qui permet de faire le bilan carbone de son entreprise et d'identifier là où on a des potentiels, des opportunités à aller chercher. On a un diagnostic sur les flux de matière qui rentrent et qui sortent. Je crois qu'il coûte quelque chose comme 2 000 €. Ça dure 1 an et le retour sur investissement est de l'ordre de 50 000 € par an. Donc et ça permet en plus de répondre à E5 qui est sur les ressources et l'économie circulaire, un autre sur l'éco-conception. Donc, n'hésitez pas à regarder les ressources. Je parle de celle de BPI France. Je pense que sur l'ADEME, il y a aussi d'autres programmes, mais qui peuvent aussi permettre de se mettre en action et de répondre bien à ces sujets. Et puis, petite incise à la diapo suivante sur BPI France Université. Je disais, il y a beaucoup de contenu sur le développement durable, mais voilà. Voilà, il y a énormément de choses, quoi. Sur donc des modules de e-learning, des webinaires, des podcasts, des guides, des autodiagnostics, des tutoriels, etc. Il y a aussi des VTE verts. Alors ça, c'est bien aussi. C'est comme il y avait les volontariats à l'étranger il y a quelques années, enfin toujours d'ailleurs, bah, il y en a des volontariats verts en entreprise. Donc c'est subventionné par l'État. BPI France, je crois, est un des canaux justement, enfin des canaux plutôt, pour avoir accès à ces ressources, donc avoir bah, des étudiants qui peuvent accompagner, prendre en charge ces sujets-là dans vos entreprises. Donc tous les liens sont là. Encore une fois, moi j'ai pas de pas de com là-dessus, mais vraiment c'est des ressources, je pense, très utiles pour se former si on ne sait pas trop par où prendre les choses. Voilà. Super, merci Est-ce beaucoup. Je t'en prie Marie. Est-ce que Heu, j'enchaîne tout de suite sur ça ou est-ce qu'on. oui, je pense que Ouais, c'est ce qu'on avait prévu et ensuite, on avait prévu, que qu'Elena prendrait la parole, après. Donc d'accord. si ça te convient, donc la question c'est comment la CSRD serait utilisée par le secteur financier? Donc là, c'est plus, une intervention en voilà.
freestyle. Freestyle. Donc, je te laisse. Effectivement, alors là, il y a pas de diapo parce que, c'est difficile de se prononcer, en, 2023 sur, quelque chose qui va arriver en 2025, enfin les premiers rapports en 2025, qui va se déployer jusqu'en 2028. Donc, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, je pense pas que le secteur financier fasse de la CSRD un filtre négatif pour, exclure les entreprises. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas du tout, ce qu'on entend. Je sais que chez BPI France, c'est pas du tout, la doctrine, puisque nous, on est là pour, répondre aux failles de marché et accompagner, toutes les entreprises, y compris celles, qui sont, peut-être aujourd'hui, considérées comme polluantes ou pas encore, très matures sur ces sujets-là. Le but, c'est vraiment d'embarquer tout le monde. Donc je pense que le premier enseignement ou disons la première ébauche de réponse qu'on peut faire, c'est qu'on va pas exclure, les entreprises sur la base d'un rapport, qui serait, jugé, faible. Faut voir aussi que ces rapports-là, nous, dans un premier temps, vont être pas mal utiles pour, nos propres reporting. Puisque nous aussi, en tant que secteur financier, on est soumis à des obligations de reporting, où on doit également consulter, nos parties prenantes, que ce soit dans le cadre de la CSRD, que ce soit dans le cadre, par exemple, au niveau d'une autre norme que vous connaissez peut-être un petit peu moins, qui est la SFDR, qui cible justement le secteur financier, où on doit démontrer comment les entreprises qui gèrent des fonds, qui investissent, prennent en compte ces critères extra-financiers. Donc, les entreprises qui reportent sur ces sujets-là, nous facilitent un petit peu la vie, de ce point-là, mais aussi permettent de se distinguer, hein, parce que encore une fois, toutes ces obligations réglementaires sur des sujets ESG, peuvent être vues comme une contrainte, mais c'est aussi une opportunité, surtout pour ceux qui vont bouger en premier. Hein, les first mover advantage là, celui qui démontre, un peu avant les autres, qu'il a pris en compte ces sujets-là, qui répond, à certains sujets va aussi se distinguer. Puisque encore une fois, hein, là, c'est aussi ce qu'on ressort de l'analyse de matérialité, c'est que prendre en compte ces sujets-là, va permettre, peut-être d'être plus attractif au niveau de ses talents. Si, d'un impact négatif, en termes de pollution, on identifie des solutions, R&D ou de produits, qui permettent de dépolluer, et cetera, bah, ça peut ouvrir des nouveaux marchés. Donc, faut le voir aussi. En tout cas, c'est vu comme ça du secteur financier. Les entreprises qui gagnent en maturité sur ces sujets-là, vont surperformer ou en tout cas réduisent le risque, qu'on peut avoir à les financer ou investir, dans celle-là. Donc, à ce niveau-là, je pense que, ça peut être intéressant justement de prendre en compte ces sujets-là. Après, il faut voir aussi que et puis nous, on le voit de plus en plus, alors BPI France, fonctionne que sur, enfin essentiellement sur fonds propres, hein. Nous, on n'est pas payé par l'État pour, ensuite financer. Mais on se refinance. C'est-à-dire qu'on va utiliser on est aussi une voie de canalisation entre des fonds, européens, français, et cetera et les entreprises, qui nous permet de, nous sourcer en fonds, auprès d'un grand donneur d'ordre, pour ensuite le distribuer, auprès des entreprises. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau européen, puis en France aussi d'ailleurs, il y a de plus en plus de critères, ESG. Le fonds, par exemple, France 2030, lui, commence à nous demander des critères, DNSH. Ce qu'on parlait, ce que Elena présentait, sur la taxo. Donc, et souvent, ces critères sont un petit peu compliqués à prouver, si l'entreprise a pas du tout fait, un 1er, une première passe sur ces sujets-là. Donc, heu, encore une fois, aidez-nous à vous aider, ça peut être un bon critère dans le sens où si ces sujets-là, si vous avez un produit, j'en sais rien moi, taxonomy ready, bah, ça va faciliter grandement de trouver le fonds qui permettra de financer votre entreprise. Heu, voilà. Et puis peut-être, enfin je ne veux pas monopoliser non plus tout le temps, mais, si aujourd'hui
effectivement, on ne va pas exclure une entreprise parce qu'elle n'est pas, encore très mature sur ces sujets-là. Je pense que dans 5 ans ou dans 10 ans, on ne tiendra pas forcément le même discours. Une entreprise, qui est pas encore, 100 en transition, en 2023, OK, on est là justement pour accompagner, embarquer tout le monde. En 2030, je pense que ça va être un petit peu difficile. Ça sera pas forcément la même discussion. Je suis pas en train de dire, on va fermer le chéquier, mais je pense que ça va être beaucoup plus difficile, de pas avoir démontré qu'au cours des 10 dernières années, on n'a rien fait, pour commencer à transitionner son modèle d'affaires. Donc, je peut-être que je terminerai là-dessus. Bon, il y a encore d'autres choses, mais je pense qu'on pourra, en discuter en fonction des questions. Mais, heu sans en faire une une menace, mais je pense que, heu, c'est l'heure de se mettre en transition si on ne l'est pas déjà, d'accélérer la transition si on y est déjà, parce que, voilà, tôt ou tard, ça sera le prérequis, à tous les niveaux, hein, pas juste au niveau financier, mais pour trouver des clients, pour trouver des fournisseurs, pour trouver, des talents, pour avoir le droit de s'implanter dans une entreprise, enfin dans une région même. Je pense que ça sera des critères qui seront, regardés. Entendu. Très clair. Merci Christophe. Je vous propose de continuer tout de suite avec l'intervention d'Elena et on procédera ensuite à la session de questions-réponses. Donc Elena, la parole Merci. est à toi. Merci. Merci Marie. Alors, je vais essayer d'être complémentaire avec tout ce que Christophe a dit et qu'on partage. Alors peut-être un des grands points de la CSRD, alors vraiment pour bien rappeler, c'est que contrairement à la taxonomie qui est statique, donc qui vous dit de manière binaire, vous êtes vert ou vous n'êtes pas vert à un instant T, bah, la CSRD, c'est vraiment l'outil qui va permettre à chacun de montrer les efforts qui sont faits, qui vont être faits, comment l'entreprise s'est engagée dans la transition et donc qui va permettre d'évaluer beaucoup plus les progrès, les efforts qui sont faits par chaque entreprise et ce qui évidemment est très très important pour le secteur financier qui investit et demain qui assure aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'assureur, on regarde beaucoup plus avec notre casquette d'investisseur, d'assureur dans le sens de assurance vie que de assurance dommage. Et au niveau de l'assurance, on a aussi une particularité, c'est que, bah, comme je pense BPI France, on est à la fois nous-mêmes préparateurs, enfin nous-mêmes, nous faisons, enfin les adhérents de France Assureur font une DPEF, donc vont préparer les reportings. Et donc, on comprend tout à fait quand on entend les entreprises qui disent attention, il y a énormément de données, on ne va jamais pouvoir le faire. Et en même temps, on est des investisseurs, donc on va utiliser les données pour effectivement bah, enrichir nos stratégies d'investissement et répondre aussi aux attentes bah, des épargnants qui, in fine, achètent nos fonds, achètent nos produits d'assurance vie. Donc voilà, en préambule, quelques points aussi en complément de ce qu'a dit Christophe sur comment se préparer. Alors, je pense qu'il ne faut pas se faire peur. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup. Alors, il y a 450 informations obligatoires, plus de 1000 indicateurs quand on regarde au global, 800 pages à lire. Alors, tout ça est vrai, mais déjà, une fois qu'on commence à lire, on comprend assez vite la structure. À chaque fois, les normes, elles sont construites de la même manière. On a les grandes politiques à publier. Donc, est-ce que vous avez une politique sur la pollution, sur l'eau, etc. On a les objectifs. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Oui, non. Et ensuite, quelles sont les actions et les programmes et comment vous suivez finalement tous ces objectifs? Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à produire, mais voilà, les informations, elles sont quand même toujours structurées de la même manière. Donc, l'important, c'est de ne pas se faire peur, mais plutôt de bien s'organiser. Donc, pour bien s'organiser, je pense que Christophe a dit déjà beaucoup de choses. Donc, effectivement, la sensibilisation au plus haut niveau, dans les top management, dans les COMEX, les comités de direction, c'est essentiel. Nous, on l'a vu chez France Assureur, beaucoup de nos adhérents ont fait voilà, des sessions de sensibilisation à leur conseil d'administration, à leur conseil exécutif pour onboarder tout le monde. Parce que finalement, pour produire ces reportings, vous aurez besoin de tout le monde. Quand on regarde les directions impactées, bah, quand on est sur le social, bah, ça va être vos directions RH, sur l'eau, bah, probablement énormément de directions techniques. Finalement, tout le monde est autour de la table. Donc, il y a vraiment un enjeu de onboarding de tout le monde qu'il faut faire dès maintenant. Il y a des enjeux par rapport à la stratégie.
Donc effectivement, une fois qu'on se dit que tout le monde doit être dans la boucle, mais qui concrètement est dans la boucle? Donc de définir les équipes projets. Il y a toute la question des systèmes d'information IT. Alors Christophe l'a dit aussi, mais c'est vraiment un enjeu clé parce que quand on regarde les informations qu'on produisait dans les DPEF et qu'on va devoir produire, on est sur tout un système d'information et d'IT beaucoup plus important avec des données à remonter de partout, de vos filiales, de données externes, donc tout un processus beaucoup plus compliqué. Et puis, évidemment, dans la stratégie, la question des coûts. Alors, on a évoqué la question du coût de l'audit qui devrait, selon les estimations, prendre entre 30 et 50% du coût de l'audit. Aujourd'hui, c'est moins de 5% du coût de l'audit, hein. Donc, on est vraiment sur des chiffres qui vont être 5 à 10 fois plus importants. Donc vraiment, c'est un enjeu de stratégie et sur lequel il faut se poser les questions dès maintenant. Ensuite, je vais pas revenir dessus trop longtemps parce que Christophe a déjà vraiment bien abordé le sujet de la double matérialité, enfin de la matrice de matérialité pour l'élaboration des reporting. C'est vraiment ce qui est au cœur de tout. Et donc dans l'analyse de matérialité, on a cette double analyse d'impact et de matérialité financière, mais on a aussi la question de la chaîne de valeur. Donc c'est-à-dire, un des premiers exercices que vous allez devoir faire, c'est de vous dire quelle est la chaîne de valeur que je vais considérer? Donc, on va prendre les fournisseurs directs, en amont, en aval, enfin les clients, les distributeurs, mais dans les fournisseurs, jusqu'où je remonte? Est-ce que le fournisseur du fournisseur de mon fournisseur, je dois aussi prendre en compte ses impacts, et ses risques financiers? Donc, là aussi, c'est un exercice à faire et à ne pas sous-estimer, de dire, quel est finalement le périmètre? Et ensuite, dans l'analyse de matérialité, ce qui est très, très important, c'est effectivement la définition d'hypothèses, et de seuils que vous allez, vous fixer et dont vous allez pouvoir justifier. Parce qu'encore une fois, tout ça est audité, donc il faut bien une piste d'audit. Donc, une analyse de matérialité, c'est quoi? C'est une fréquence et une sévérité. Donc vous allez dire, cet événement, il est, probable et puis, mais par contre, il est pas très grave, ou au contraire, il est pas du tout probable, mais s'il survient, eh bien, c'est irrémédiable. Et donc, vous allez devoir réfléchir et vous dire, quels sont les seuils? Est-ce que je dis que c'est matériel, à partir de quelle probabilité d'occurrence ou à partir de quelle gravité? Donc, vous allez construire vos analyses, vos matrices de matérialité par rapport à ces différents enjeux. Donc ça aussi, c'est vraiment, extrêmement important et c'est important de commencer à réfléchir dès maintenant. Encore une fois, parce que la chaîne de valeur dans les frags, elle est assez étendue, donc c'est important de se poser, de réfléchir, de faire l'exercice, de dire: «Comment, je limite, le périmètre pour que ça soit pertinent, et pour que ça reste aussi un outil de pilotage?» Encore une fois, la CSRD, l'objectif, c'est d'en faire un outil de la transition, donc il faut fournir des informations que derrière vous pouvez piloter. Si vous dites, «J'ai un impact, parce qu'en bout de chaîne, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple de l'assurance. En assurance, on peut se dire: «On a un impact, parce qu'on assure tous les véhicules de France». Certes, dans ce cas, on aura toutes les émissions de la France, mais c'est pas pour autant que l'assureur va pouvoir piloter et donc réduire les émissions, de tous les Français, de tous les véhicules, des Français. Donc là, c'est vraiment un exercice de bon sens, de se dire, voilà, on essaye de pondérer les risques, de dire, ce qu'on peut prendre en compte, ce qu'on ne peut pas prendre en compte et quand on ne prend pas en compte, quand on définit des limites, de le justifier. Ensuite, on a un énorme enjeu aussi qui est celui de la data. Donc là, on change de niveau, hein, avec, la CSRD par rapport à la DPEF. Toutes ces données que vous allez devoir remonter, elle va être auditée et donc qui dit audit dit, voilà, information, collecte des données avec des process solides. Donc vous allez devoir cartographier, tout ce que vous avez aujourd'hui, en stock et ce dont vous allez avoir besoin. Donc déjà identifier, est-ce que c'est une donnée interne? Donc si oui, qui va vous la fournir? Est-ce que c'est, des directions techniques? Est-ce que c'est une donnée que vous allez devoir remonter de filiales? Est-ce que c'est des filiales étrangères et dans ce cas qui ne connaissent pas, la CSRD, donc qui, quand, vous allez leur envoyer un questionnaire Excel, de plein de lignes, ils vont se poser des questions. Donc il y a peut-être derrière des enjeux de formation de ces filiales aussi. Qui va traiter les données? Donc qui est responsable de la donnée? Qui va dire, au fur et à mesure des niveaux, parce qu'on est, avec la CSRD sur un niveau agrégé, qui va vous dire: «OK, la donnée, je suis confiant, elle est, solide, elle est robuste, allez-y, vous pouvez l'utiliser». Qui est donc responsable de ces données? Si vous êtes sur des données externes, est-ce que c'est des données publiques? Est-ce que c'est des sources fiables? Enfin voilà, comment vous allez cartographier tout ça? Et quand vous n'avez pas la donnée, comme on est sur un exercice de comply or explain, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez expliquer que, voilà, la donnée n'est pas disponible, qu'elle est manquante, que vous ne pouvez pas l'exploiter, peut-être qu'elle n'est pas assez fiable et donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour derrière vous fixer des objectifs. Donc il y a tout ce process-là aussi de data management qui reste central.
Il y a aussi un enjeu de contrôle interne de conformité parce que, encore une fois, ces rapports vont être audités. Donc, est-ce que vous avez, au fur et à mesure de votre process, des contrôleurs internes qui vont vérifier que vous avez bien rempli toutes les informations, que les données sont suffisamment solides pour être publiées, etc., etc. Parce que quand même, ça fera partie de l'URD, donc il y a quand même une signature par le board, etc. Donc, un niveau de responsabilité qui est important. Donc, au-delà de l'exercice même, disons, de contenu, production des contenus, il y a aussi tout cet exercice de organisation du processus, de comment on redéfinit la stratégie, ou enfin, on l'ajuste plutôt, comment on la pilote derrière aussi, évidemment, hein, qui est responsable à quel moment, comment on s'assure que tout arrive dans les temps, parce que les temps sont quand même assez raccourcis, hein. D'habitude, une DPEF, elle est finalisée en février-mars, puis pour être publiée en avril, passer en AG en juin. Donc, quand on rétropédale, ça fait des délais très, très courts. Donc, les process doivent être en place assez rapidement et doivent être assez rodés. Alors, évidemment, encore une fois, l'idée n'est pas de se faire peur. Il y aura un temps de montée en compétences. Pour le coup, je pense que les autorités publiques en sont conscientes, les commissaires aux comptes aussi, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas, de toute façon, aujourd'hui, contrôler avec la même granularité, la même finesse d'analyse qu'ils peuvent faire sur le reporting financier. Donc, il y a vraiment un coût de montée, enfin un effort de montée en progression et de montée en compétence de tous les acteurs. Donc ça, je pense qu'on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir un reporting parfait en 2025 si vous êtes soumis dès 2025. En revanche, voilà, il faut rentrer dans la logique que, à terme, le reporting CSRD sera au même niveau qu'un reporting financier, ou presque. En tout cas, c'est l'ambition. C'est qu'au final, tout ça arrive au même moment, enfin arrive à au même état de maturité, et donc finalement, les données que vous allez produire soient tout aussi robustes. Donc voilà quelques compléments par rapport à ce que disait Christophe, donc sur comment se préparer. Donc vraiment cette notion de s'organiser dès maintenant est vraiment essentielle. Et pourquoi, c'est aussi important d'avoir des reportings CSRD solides? C'est parce que nous, acteurs financiers, effectivement, on va les exploiter. Donc je partage complètement le point de Christophe. On ne va pas arrêter de financer, aujourd'hui, on ne va pas arrêter d'assurer, quand on regarde, les rapports CSRD. En revanche, on a besoin, des informations dès aujourd'hui parce qu'on a nous-mêmes, des obligations réglementaires qu'on doit remplir avec les données des entreprises. Donc là, je vous ai remis le cadre de finances durables auquel sont soumis les acteurs financiers aujourd'hui. Donc il y a un cadre assez complexe et qui est un cadre encore mouvant, hein. Ce que vous voyez en pointillé, c'est ce qui n'est pas encore complètement adopté. Et donc, pour certaines réglementations, on a besoin des données de la CSRD. Et typiquement, notamment, on a 2 grandes réglementations, la réglementation européenne SFDR, dont vous avez peut-être entendu parler, et une réglementation française qui est la loi énergie-climat. En fait, ces 2 réglementations, elles imposent aux investisseurs de donner des informations sur leurs investissements et donc du coup, en miroir sur les entreprises qu'ils investissent via leurs investissements à destination des épargnants, donc du client final. Et même, si vous voulez, on a une autre réglementation, c'est la réglementation DDA, dans la distribution des produits d'assurance et dans la distribution des produits d'épargne. Le conseiller financier va demander au client quelles sont ses préférences de durabilité. Donc, par exemple, votre conseiller va venir, un conseiller va aller voir un client et va lui dire, est-ce que vous voulez des produits alignés à la taxonomie? Oui, non, combien? 15%, 10%, 20%. Est-ce que vous voulez, quel pourcentage vous voulez d'investissement durable? Et du coup, en face, les assureurs, les financiers sont obligés, veulent mettre en face des produits pour pouvoir évidemment vendre des produits d'épargne. Donc, on a besoin, en bout de chaîne, des informations des entreprises. Et donc, notamment, si on revient sur SFDR au slide d'après, on a des indicateurs obligatoires qu'on doit remplir. Donc ça, c'est une obligation qu'on a depuis l'année dernière. Et donc, depuis l'année dernière, on doit produire 18 indicateurs obligatoires sur l'impact de nos investissements. Et l'impact de nos investissements qui dépend des entreprises sous-jacentes. Donc, ces indicateurs sont les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte carbone. Bon, je ne vous les passe pas en revue, ils sont sur les slides, mais des indicateurs sur la biodiversité, sur l'eau, sur les déchets et aussi d'un point de vue social sur quelques informations. Est-ce que les entreprises
qu'on finance ont des politiques en matière de gouvernance, de respect des droits de l'homme, etc. Donc nous, acteurs financiers, dès l'année dernière, et donc cette année aussi, on doit publier ces informations. Et donc, comment on fait? Idéalement, si elles existent dans les reportings des PEF et demain dans la CSRD, on va les prendre dans la CSRD. En revanche, si c'est des informations qui ne sont pas publiées, eh bien, on fera des proxys sectoriels. Et du coup, la difficulté qu'on peut avoir avec les proxys sectoriels, c'est que finalement, on ne distingue plus si une entreprise fait des efforts ou pas. C'est-à-dire qu'on va juste dire, ah ben voilà, les entreprises de la chimie émettent en moyenne tant d'émissions carbone, et donc, pour tous mes investissements dans des entreprises actives dans le secteur de la chimie, je prends ce chiffre-là. Ça, c'est quand on n'a pas donc les données réelles des entreprises. Donc, c'est vraiment très, très important pour nous que les entreprises publient à minima les indicateurs qui correspondent à ces PAI pour qu'on puisse vraiment distinguer entre les entreprises celles qui font le plus d'efforts, enfin celles qui sont vraiment dans une trajectoire de transition. Au niveau du français, on a aussi un autre texte qui est donc l'article 29 de la loi énergie-climat, où là, pareil, donc là, nous, on doit donner des informations sur comment nos investissements impactent de manière positive la biodiversité, donc protègent la biodiversité ou réduisent les impacts négatifs sur la biodiversité. Là encore, on a besoin des informations des entreprises pour pouvoir, nous, après, dire effectivement, notre portefeuille est en train de réduire les impacts sur la biodiversité parce qu'on finance telle ou telle entreprise. On doit aussi montrer qu'on maîtrise nos risques, donc les risques liés au climat. Donc, vous savez, il y a souvent, on parle de 3 grands types de risques. Il y a les risques physiques. Donc, est-ce que vous êtes dans une zone inondable et donc potentiellement, en cas d'inondation, l'usine sera détruite. Donc, ça fait un risque, un type de risque. C'est les risques de transition aussi. Donc, est-ce qu'à long terme, votre business, enfin le secteur est un secteur qui peut être impacté par le changement climatique. Par exemple, on prend souvent l'exemple des énergies fossiles en faisant le pari que les énergies fossiles, qu'on va sortir au niveau collectif des énergies fossiles, et donc c'est des business qui pourront perdre de la valeur. Donc c'est ce qu'on appelle des risques de transition. Et enfin, on a les risques de contentieux. Donc, est-ce que vous êtes, mais c'est des risques qui sont encore pas très bien évalués aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les contentieux possibles. Donc, est-ce que vous êtes dans un secteur où est-ce que vous êtes une entreprise susceptible d'avoir des recours par des ONG? Donc, est-ce qu'il y aura des contentieux qui, du coup, vont éroder l'image de l'entreprise et donc faire perdre de la valeur à l'investissement? Donc, nous, on doit pouvoir reporter sur tous ces risques-là. Et donc, forcément, si nous, on doit reporter, on a besoin des informations des entreprises. On a besoin que les entreprises nous disent, moi, j'ai tant d'actifs qui sont à risque climatique. Ou au contraire, j'ai aucun actif parce que je n'ai jamais construit en zone inondable ou je n'ai jamais construit en zone sismique. Donc, nous, on a besoin des informations des entreprises pour pouvoir nous-mêmes remplir nos reportings et évidemment, après, en dernier recours, piloter des stratégies d'investissement. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur des stratégies d'investissement. Donc, sur l'assurance, on est encore très loin d'utiliser les données de la CSRD pour prendre des décisions d'assurance. Aujourd'hui, vraiment, dans les politiques de souscription, l'assurance est liée au risque. Donc, si on vous assure votre flotte auto et qu'on ne va pas regarder ce qui se passe sur les sites industriels, s'il y a de la pollution des rivières, etc., on est vraiment sur une logique risque. En revanche, dans 15-20 ans, peut-être qu'il y aura aussi une évolution de ce point de vue-là. Mais en tout cas, il y a une vraie attention des assureurs et des acteurs financiers d'un point de vue investissement, parce qu'on a besoin nous-mêmes de rendre des comptes aux épargnants, à nos clients finaux qui investissent, qui donnent l'argent et donc qui veulent que l'argent soit placé sur des supports responsables et sur des entreprises qui sont dans cette démarche de transition. Donc voilà comment on va utiliser ces données. Donc pourquoi c'est important pour nous que les entreprises publient ces informations à minima sur ces indicateurs que nous, on doit reporter. Donc si moi je peux vous donner un conseil, ces indicateurs-là, quand bien même ils ne seraient plus obligatoires, parce qu'aujourd'hui, dans la version de l'EFRAG, ils sont obligatoires, mais on ne sait pas si dans la version de la Commission, ils seront obligatoires.
mais c'est quand même de les reporter. Donc, c'est quand même d'essayer de faire l'effort. Parfois, c'est très simple, hein, ça peut être oui, non. Par exemple, il y a, voilà, est-ce que le ratio de déchets dangereux, peut-être que vous n'avez pas de déchets dangereux, donc vous mettez directement 0. Mais c'est important de maîtriser ces indicateurs parce que c'est ceux qui seront en priorité regardés par les acteurs financiers. Donc voilà en Mmh. quelques mots et puis évidemment avec plaisir pour échanger et répondre à vos questions. Merci beaucoup, Elena, pour ta présentation, ton intervention. Je vais arrêter l'enregistrement et on va hop, voilà, arrêter.